Bonjour, je remercie énormément l'Académie des sciences d'Outre-mer de m'avoir invité pour présenter mon nouvel ouvrage sur les relations Tunisie-Union européenne, 6 décennies d'histoire. C'est un livre d'histoire des relations internationales en fait, qui a été présenté pour la première fois dans le cadre d'une HDR à la Sorbonne Sorbonne Université, en 2024. Et c'est un livre qui traite d'un nouveau sujet qui est en rapport avec la politique de l'Europe, mais en même temps avec le Maghreb, avec les relations euro-maghrébines, dans un cadre général qui est intitulé « Les relations euro-méditerranéennes ». Donc c'est un livre qui, à la base, qui a démarré les recherches sur cette thématique, a démarré dans le cadre de la recherche un peu des dysfonctionnements, bien aussi des éléments de stratégie dans les rapports entre l'Europe, la communauté économique européenne, l'Union européenne à partir de 1993, et la Tunisie, à travers la Tunisie, les rapports avec les autres pays du Maghreb et surtout aussi avec les pays méditerranéens, de la rive méditerranéenne. Voilà, c'est un sujet qui, en histoire, qui est un sujet récent, en fait. Il y a quelques essais sur les relations avec bilatérales entre la France et la Tunisie, la France, les autres pays du Maghreb. Et c'est un livre aussi qui à la fois qui traite d'un rapport bilatéral, mais entre la Tunisie et l'Union européenne, mais aussi le Maghreb dans la géopolitique maghrébine qui est traitée un peu pratiquement dans chaque chapitre de ce livre. C'est un livre qui est chronologique, c'est-à-dire il part de la première des premières discussions exploratoires, c'est-à-dire en 1963, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025, si vous voulez, 2023 notamment. Et c'est un livre qui essaye d'analyser aussi, c'est un récit, c'est pas seulement un récit historique des rapports commerciaux, stratégiques, au niveau de relations économiques, hein, si vous voulez. Et donc il touche un peu les rapports donc dès le départ, c'est-à-dire les relations commerciales dès le départ, c'est-à-dire depuis la construction de la communauté économique européenne en 1957, et qui laisse place à une ouverture sur les pays, les ex-colonies européens, et qui va évoluer à travers des époques, avec des périodes. Donc le livre, il est divisé en 7 chapitres. Le chapitre premier, c'est vraiment la période, le lancement de relations avec la communauté économique européenne, qui a abouti à un accord commercial en 1965. C'était pratiquement l'accord de la Tunisie avec la communauté européenne, c'est du copier-coller avec l'Algérie et le Maroc. Et une deuxième période qui va démarrer à partir de 1972, c'est-à-dire la politique européenne globale, qui va durer une vingtaine d'années. Donc cette période-là va s'arrêter avec la politique méditerranéenne rénovée à partir de 1992, c'est-à-dire le moment où c'est le moment de la fin de la guerre froide, si vous voulez. Donc, à partir de cette date-là, donc ça forme un chapitre en lui-même, c'est-à-dire les 20 années qui ont connu cette politique méditerranéenne globale avec un accord à la fin qui était signé en 1976 et qui était en lui-même un accord, qui est un bon accord de partenariat. Et dont les résultats sont un peu mitigés, si vous voulez. Donc il y a des détails par rapport à ça, des rapports. Donc il y a un contingent agricole au niveau de l'agriculture. La Tunisie défendait beaucoup ses produits agricoles, notamment l'huile d'olive, le raisin, les vins, etc. Donc on va revoir le vin retourné parmi les listes de contingents, par exemple. Et puis il y a une période historique qui va durer de 1970 à 1995. C'est une période
de négociations accélérées. Donc cette période de 3 ans, elle a déjà dans le livre, le livre contient 2 chapitres par rapport à cette période, puisque c'est un tournant historique qui va accélérer vers la signature d'un accord connu sous l'accord de 1995 qui a lancé tout un processus euro-méditerranéen qui est appelé également le processus de Barcelone. Donc cette période-là, elle était une période très cruciale parce qu'elle vient pour mettre de l'ordre dans les relations internationales avec l'hégémonie marquée par les États-Unis et qui cherche à mettre dans l'ordre nouveau international tous les pays qui n'ont pas encore, qui ne sont pas vraiment véritablement membres du GATT, qui devient l'OMC début 95. Donc c'est une période très intéressante de transition vers une période vers des rapports véritablement d'association, si vous voulez, entre les pays du Maghreb, en l'occurrence la Tunisie et l'Europe, et qui va aménager certains rapports, certains accords commerciaux, certaines limites de l'accord commercial qui donnent un peu 12 ans de non-réciprocité par rapport aux produits industriels et qui ouvrent les possibilités d'intégration pour un pays comme la Tunisie au sein du commerce multilatéral qui est géré par le GATT et l'OMC à partir de, comme je l'ai dit, à partir de 1995. Donc voilà, donc c'est vraiment, on peut parler d'un accord d'un nouveau type, d'une nouvelle dimension par rapport aux relations euro-méditerranéennes qui est toujours d'actualité, qui tient en compte le contingent agricole signé en 1976 mais qui était mis à jour en 1987 après l'intégration de l'Espagne et du Portugal à l'Europe. Et à partir de cette date-là, il va y avoir toute une période d'intégration progressive qui est difficile à évaluer aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est un objet problématique que pose ce livre, parce qu'il va y avoir l'avènement des printemps arabes, et qui vont me rendre un peu difficile toute évaluation de cet accord, toute évaluation de la réussite des relations entre la Tunisie ou bien les pays du Maghreb avec la communauté européenne ou l'Union européenne. Donc, en fait, il y a une période, un moment très important, l'émergence de la Chine en 2001, et puis l'entrée des États-Unis au Moyen-Orient à travers l'Afghanistan et la guerre de l'Irak va mettre en place une nouvelle vision du monde et qui, pour la première fois, à partir de 2004, qui intègre la région du Maghreb dans le plan américain du Moyen-Orient, ainsi on a appelé le MENA region, la région MENA, Middle East and North Africa, et qui était à la surprise des pays de l'Afrique du Nord. Ne voyez pas un peu pourquoi cette zone elle est intégrée dans la stratégie américaine. Et il se trouve que les Européens ont aménagé, préparer, faciliter cette stratégie américaine. Depuis l'annonce, c'est pour la première fois qu'on annonce la politique européenne de voisinage à la place de la politique méditerranéenne, habituellement appelée méditerranéenne, mais qui prend le nom aujourd'hui de la politique de voisinage à partir de 2003, avec l'annonce de Romano Prodi en 2003 d'une nouvelle stratégie européenne et qui va en fin de compte aboutir à des difficultés, notamment avec l'émergence des printemps arabes. Donc la Tunisie, elle a été le premier pays touché. Donc à partir de là, on rentre dans une nouvelle politique, une nouvelle relation et qui va connaître des hauts et des bas. Il y avait un changement de régime, etc. Et puis des difficultés par rapport aux négociations de l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi, qui aujourd'hui ne connaît pas de gros succès. Voilà en gros ce que les grandes lignes, les grandes lignes que je peux
souligner par rapport à ce livre, donc, j'invite tous les lecteurs à voir en détail les négociations, les analyses par chaque période qui prépare une autre, etc. Donc, est-ce que ce livre-là présente des critiques par rapport à la politique européenne à l'égard de la Méditerranée? Oui. Oui, en quelque sorte, bien que les bonnes volontés étaient là, dans la mesure où l'Europe se trouve en quelque sorte en voisinage avec une zone dont la prospérité ne peut que bénéficier pour l'Europe elle-même, alors que la zone connaît des difficultés de plus en plus. Est-ce qu'il y a vraiment un suivisme par rapport vis-à-vis des Américains? Oui, donc en fait la zone du Maghreb, elle était un peu quelque part à la merci de la stratégie américaine dans le monde, et l'Europe, elle était un peu observatrice par rapport à ça. La question à qui probablement profite ce livre, ou à qui il s'adresse, en général, il s'adresse aux chercheurs par rapport à cette question, par rapport aux relations bilatérales, parce qu'il donne vraiment une méthodologie nouvelle pour traiter ce genre de questions. Il est un peu, comme l'a appelé Olivier Forcade à un moment donné, que c'est un livre d'histoire pratique, donc il sert pour mettre en place de nouvelles approches de relations bilatérales. Il met en clair les rapports nord-sud dans la continuité, c'est-à-dire dans toute la période de traité de A jusqu'à Z, donc depuis le début, depuis son départ jusqu'à nos jours. Il est aussi utile pour les chercheurs, évidemment, qui travaillent sur les relations nord-sud, qui travaillent sur les relations méditerranéennes, qui cherchent aussi à trouver un complément de leurs recherches par rapport à des secteurs d'activité qui peuvent être traités ou pas dans des zones, pour créer une complémentarité nord-sud, etc. Donc, ça, c'est... il s'adresse aussi à l'Europe, c'est-à-dire aux décideurs européens, c'est de revoir un peu une vision panoramique des rapports, pour voir un peu, surtout comparer la stratégie européenne par rapport à d'autres pays du monde qui traitent aussi avec des pays du Sud, tel que l'exemple de la Chine, il est marquant quand on voit un peu les rapports privilégiés qu'il fait avec l'ASEAN, les Sud de la Chine. Donc ça peut être un peu donner quelques éléments de défaillance, mais aussi des éléments de réussite, parce qu'on est dans un contexte complètement différent par rapport à l'Asie, bien entendu. Il s'adresse également aux pays du Sud, notamment l'Afrique du Nord, notamment, et principalement la Tunisie, qui sont restés un peu à la merci de l'Europe, dans une dépendance pratiquement totale par rapport aux échanges commerciaux. Donc ça permet de voir un peu là où il n'y a pas eu de diversification, surtout au départ, quand il fallait trouver des marchés agricoles en dehors de l'Europe. Par rapport aux objectifs d'industrialisation qui étaient restés un peu sur des produits de faible valeur ajoutée. Donc par rapport à l'absence d'une stratégie qui permet d'être un élément fort dans les négociations, tout en cherchant à mettre dans le dossier de négociation le transfert de la technologie, ne serait-ce que pour certaines technologies qui sont vitales pour l'Europe et qui peuvent être transférées dans une certaine mesure. Voilà, en gros, donc je vous invite à le lire et puis à en créer un débat, parce que c'est un livre qui a fait l'objet d'un travail approfondi à travers des archives, d'abord les archives du ministère des Affaires étrangères tunisiennes, et d'autres archives européennes, de la Commission européenne, mais aussi à travers des témoignages de personnes qui ont été présentes lors ne serait-ce que deux négociations, à savoir Tahar Sioud,
un représentant, le chef de la diplomatie tunisienne à Bruxelles, mais aussi d'autres hommes politiques qui ont témoigné, qui ont validé un peu ces recherches. Donc c'est pour ouvrir des perspectives nouvelles dans ce genre de thèmes. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.